Bonjour YouTube, bienvenue sur nouvel épisode sur nouvel épisode sur Stream Chemistry. On va reprendre le code là où on s'était arrêté. D'ailleurs le chat à l'écran c'est toujours Stream Elements ou c'est Streamglass maintenant? C'est toujours Stream Elements. Alors je vais en parler comme ça vous êtes au courant au niveau des objectifs de développement. Pour l'instant Streamglass, son objectif de développement c'est d'avoir alors en vrai je vais en parler plus simplement. En gros j'ai eu énormément de réflexions sur savoir est-ce que on scinde en deux Streamglass pour avoir d'un côté un truc qui serait appelé Streamwand, c'est comme ça que je voyais l'idée du truc. Donc Streamwand en fait ce serait tout ce qui est le pilotage du live, donc les profils avec changement du titre, changement de la catégorie, contrôle du bot dans le chat, les alertes, ce genre de choses dans un petit outil. Et à côté Streamglass qui serait la partie overlay, qui elle aurait toute la partie overlay, j'affiche le chat, j'affiche une alerte, j'affiche machin, j'affiche bidule et je pilote tout mon overlay. L'idée c'est que, donc moi à la base je pensais le faire en deux outils. Et je réfléchis pas mal à ça, parce que en gros, j'ai demandé à mes testeurs, pour l'instant j'en ai qu'un seul qui a répondu, c'est Capter, c'est le seul qui a répondu pour l'instant, qui lui, il est pas très chaud à l'idée d'avoir deux outils séparés. Il se dit, aujourd'hui Stream Elements il rassemble tout en un, donc il a pas envie d'avoir deux outils séparés, il a envie d'avoir tout en un aussi. Donc moi je réfléchis à l'idée de faire une séparation en deux, mais avec la possibilité d'avoir les deux en un aussi. Donc c'est assez complexe de bien penser le truc. Mais je pense que c'est faisable d'avoir un bon système et en gros d'avoir l'idée c'est qu'on aurait un outil Stream Material qui pourrait avoir un ou plusieurs on va dire une ou plusieurs librairies dans lesquelles il y aurait un ou plusieurs logiciels. Ce qui fait que du coup on pourrait avoir Streamwand, Streamglass et pourquoi pas d'autres logiciels qui arriveraient plus tard, tous sur un seul et unique logiciel. Ou alors pour ceux qui veulent le prévoir sur plusieurs logiciels, l'avoir en plusieurs logiciels. Ce qui fait que bah, par exemple moi je pourrais avoir Streamwand sur mon premier PC et Streamglass sur le PC de Stream. Ce qui fait que j'aurai l'overlay sur le PC Stream et l'autre sur l'autre PC. Ce qui évite d'avoir de la communication à travers le réseau, ça devient du full local, il va chercher directement sur la machine, c'est plus simple. Mais donc cette séparation là je suis en train d'y réfléchir, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du développement, Streamwand c'est la première chose qui va arriver. C'est ce qui devait être l'alpha de Streamglass. Et ensuite après je travaillerai sur la partie overlay, c'est-à-dire que pour l'instant le chat et tout ça, ça va rester du Stream Elements. Et ça va le rester pendant encore un petit moment. C'est le temps pour moi de bien fignoler l'autre côté et ensuite de commencer à faire la partie web. Peut-être que j'aurai un début d'alerte, enfin que ce soit d'alerte ou de chat. En vrai je pense que c'est le chat le premier truc que je vais tacler. Mais il y aura peut-être le début du chat qui arrivera en début d'année prochaine, parce que je vais passer pendant les vacances, je vais coder aussi pas mal. Donc il y a peut-être moyen que je travaille sur la partie des overlays et que je fasse les overlays. Mais pour l'instant la priorité c'est d'abord d'avoir la gestion du chat, en fait d'avoir le bot. On peut voir hein, tout simplement là. Petit Streamglass qui parle, d'avoir ce bot qui parle dans le chat, le bot qui va automatiquement changer les infos du stream, etc. Quand on le souhaite. D'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais changer de profil. Hop, je passe sur le profil de live programmation. Puisque du coup c'est plus la même chaîne YouTube. J'officialise, ce sera sur les deux chaînes YouTube. Enfin ce sera sur la chaîne Modulo Corp. Donc là si vous êtes en train de regarder ça sur YouTube c'est que vous êtes sur la chaîne de Modulo Corp. Vous n'êtes pas sur la chaîne de Chaperon, vous pouvez regarder. Je vous mettrai quand même le lien de la chaîne de Chaperon dans les commentaires. Enfin dans la description pardon, si vous voulez voir justement les live gaming. De toute façon vous l'avez dans le truc, mais c'est vrai que j'ai pas mis énormément d'autres informations, j'ai juste foutu tout comme ça. Mais vous avez la commande par contre de VOD qui change du coup et qui devient celle de Modulo Corp. Donc elle affichera alors, le Discord reste le même, c'est le Discord de la de Carmi, ça on bouge pas. Par contre on a le VOD qui change pour devenir le VOD de Modulo Corp. Du coup je vous partage mon petit écran, on va peut-être juste zoomer encore un peu. J'aimerais en fait faire des petits changements, des petites optimisations de ci de là, à droite à gauche, parce que j'ai eu pas mal d'idées qui pourraient être bien plus intéressantes. Genre par exemple, truc tout con, mais ça, j'aimerais les changer. Voilà. J'aimerais qu'en fait, on fasse le execute avec le out qu'on veut. Et que ce soit lui en fait qui fasse ça. Donc au lieu que ce soit un try get result, ce sera un execute et c'est lui qui va tout gérer. Et j'ai envie que du coup il check le validate. Après c'est vrai qu'on a besoin de le valider qu'une fois. Vous savez quoi, on va faire ça, on va rajouter ça dans la molécule. Donc isValid, voilà, donc le validate. Tac tac tac.
On va juste faire un petit if différent de m is valid. On fait un petit validate. Comme ça le execute il est bon. Ensuite, tac, 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 tac. Et on va juste faire un petit truc qui est ici. Hop. Si ça fail, replongeons dans les nucléus et autres molécules exactement. On return false. Ce qui fait que ça, on n'a plus besoin de le vérifier. En gros là ce qu'il fait c'est il regarde est-ce qu'il était non valide. S'il est valide, bah il rentrera pas dans cette condition donc il ira directement chercher celui-ci. Voilà. J'avais oublié le bon vieux classique parce qu'il y a un out, il faut que je fasse ret égal default. Voilà. Ensuite on va récupérer du coup ce morceau là et on va le copier-coller en dessous. Ce qui fait que du coup le try get result il dégage. Et en fait on peut tout simplement faire ça. Hop. Et on peut dégager du coup le validate. Un perçu qui ne déjà rien comprendre à ce qu'on dit, oui bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Pour le coup, c'est ça aussi, hein, on change, on part sur du code, let's go. Du coup normalement tu l'as pas encore le VOD je crois, il y a un temps. Et tant qu'il a pas activé ce temps là il pourra pas le faire. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être faire une mini pause. Je vais la cut pour YouTube, donc vous allez avoir un petit jump cut pour aller me rechercher de l'eau parce que je dois toujours boire une fois pour Cloud. Ce que j'ai toujours pas fait et j'ai plus d'eau et je vais avoir mal à la gorge dedans parce que je vais parler beaucoup. Et si la commande elle marche, c'est juste qu'il y a un temps. En fait comme il y a eu un changement de truc, le timer a été restart. Donc maintenant il faut attendre 15 minutes je crois. Ou 30, non c'est 30 minutes. 30 minutes avant qu'il puisse être rebalancé. Donc c'est normal que VOD ne marche pas. Faudra d'ailleurs que je vois pour changer ce système là. Pour qu'en fait le temps ce soit le. Enfin qu'il y ait le temps de l'auto-trigger et le temps autre. Ah quoique en vrai je crois que normalement. Attendez, je vérifie un truc. Live programmation, VOD. Tac tac tac. Ça doit être le nombre de messages qui est pas bon. Oui parce que le temps il est dans l'auto-trigger donc normalement il est pas checké. Ouais c'est ça. Donc c'est le nombre de messages pardon qui n'est pas bon. Il faut 5 messages et tout simplement en fait comme il y a eu un changement entre temps tout a été remis à 0. Donc c'est à dire qu'il y a des messages que tu avais envoyés qui n'ont pas été comptés. Donc c'est les nouveaux messages, donc je crois que là on doit être à 3-4. Donc potentiellement si tu renvoies encore genre 2-3 messages et que tu refais un VOD il va trigger le VOD. Donc du coup là on est bon, ce qui fait que du coup ici en fait c'est ça qu'on fait. Et ça on en a plus besoin. Voilà. Donc en gros qu'est-ce que j'ai changé? Je lui ai dit, donc on change au niveau de l'exécution, je lui dis si jamais tu n'es pas valide, tu vas checker ta validité. Message de merde, message de merde. Et là normalement si tu refais un VOD normalement ça devrait marcher. Voilà. Et là on voit bien que c'est la chaîne de Modulo Corps. Donc la chaîne YouTube programmation. Donc du coup, si jamais tu n'es pas valide, dans ces cas-là, tu checkes ta validité. Si tu n'es toujours pas valide, dans ces cas-là, tu vas return. Alors le problème c'est que je ne peux pas juste return sans assigner parce que c'est un out. Ça c'est le problème en C#, c'est que si jamais vous le notez en out, vous êtes obligé de l'assigner. Donc du coup je l'assigne avec default. Donc, ce qui fait que par exemple si jamais c'est un élément qui est nullable, bah, c'est comme si je mettais nul dedans. Mais c'est en gros la valeur par défaut, l'équivalent du nul en fait. Et je return false pour dire le execute, il a fail. Sinon, je parcours chaque atome, je les reset. Ça c'est ce qu'on avait vu, on reset tous les atomes. On reset toutes leurs valeurs pour qu'on puisse recommencer entièrement. Ensuite, j'exécute depuis mon entry point. Et ensuite, je parcours chacun de mes atomes de return. Et si jamais j'en ai un qui a été exécuté, dans ces cas-là, je récupère son output et je return true.
Et hop, c'est terminé, ciao. Le temps d'aller me sub à ta chaîne secondaire et me revoilà. Ouais bah merci du coup, ça fait toujours plaisir. Sachant que du coup elles sont prêtes les VOD, les deux qui sont déjà uploadées sur YouTube sur la chaîne gaming, elles sont prêtes, je vais les balancer, mais je les balancerai avec celle-là en fait. Et du coup, si jamais il n'y a pas de result, bah en fait on return false parce que du coup il n'y a pas eu de result qui a été mis. Mais ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on parle parce que ça je vais le changer, mais on va en parler après. Je vais aller faire une petite pause boisson, je vais mettre une petite 2 minutes de pause. Mais du coup normalement je dois avoir des to-do qui doivent être... Voilà, il y a ce truc là, je vérifie normalement dans ma task list. Alors ça du coup je peux le supprimer ce to-do là, il est bon. Et il reste plus que ce to-do là, les named integer, on va en parler de ce que c'est que ces trucs là, les named integer là. Ah au secours. On va en parler parce que... Alors attends, je vais juste zoomer encore un petit peu. Ouais là je pense que c'est bien. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez pas très bien le texte, que je zoome encore un peu. D'ailleurs ça je pense qu'on va le... On va faire ça et on va faire ça. Histoire qu'on voit vraiment bien le code. Soyez douceur, soyez tout doux, exactement. Du coup, mini pause de 2 minutes, que je couperai au montage bien évidemment YouTube, donc vous n'avez pas ce souci là. Et on se retrouve du coup dans la suite, qui sera juste après. À tout de suite, mes chers YouTube. Alors attendez, hop, voilà, il y a eu la petite pause. Et du coup Cloud, pour te faire plaisir bien évidemment. Voilà, il était là celui-là. Du coup, oui. Quels sont les petits changements? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de named integer et compagnie? Je vous explique tout ça. En gros, on va parler un tout petit peu d'optimisation pour que vous compreniez qu'est-ce qui va se passer, quels sont les changements qu'il va y avoir. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que une chaîne de caractères, donc une string, c'est beaucoup plus lourd à stocker qu'un simple int par exemple. Un int, c'est un integer, c'est tout petit. En gros, il faut imaginer que une chaîne de caractères, en fait, c'est plein de caractères les uns après les autres. Donc c'est un énorme tableau qui est mis dans la mémoire. Alors, certes, avec 8 caractères, on obtient un int. Puisque un int, c'est 8 octets, un caractère, c'est 1 octet. D'accord. Est-ce que je peux vous symboliser ça? Je pense que je dois avoir moyen de pouvoir vous symboliser ça. On va faire ça avec... Ah ouais, hop. Je vais aller ouvrir Google Sheet. On va faire... blank. Voilà. Je vais faire avec ça. Comme ça vous allez bien comprendre. En gros, un integer, c'est ça. Je vais le mettre en vert. Voilà. Donc ça, c'est un int. D'accord? Dans la mémoire, c'est 8 cases. Je vais mettre le texte au centre. Voilà, je pense que là on va être bien. Ce qui fait que dans la mémoire, c'est 8 cases qui sont prises. String bit bool q sheet, ouais bon voilà. Je vais peut-être passer juste un tout petit peu en dessous à 150. Ouais, ce sera peut-être un poil mieux. Donc un int, c'est 8 cases dans notre mémoire. D'accord? Un char, c'est une case. Voilà, ça c'est un char. Hop. Voilà. Donc vous vous doutez bien que ça, je peux en mettre 8 ensemble. Je peux mettre 8 chars à la place d'un int. Voilà, int c'est un entier, c'est un integer, un nombre entier. Donc c'est un nombre qui n'a pas de virgule, qui peut être positif ou négatif. Et si jamais il est positif absolu, donc il n'y a pas de possibilité qu'il soit négatif, on dit qu'il est non signé, donc il est unsigned. Donc c'est un unsigned int, qui dans certains langages du coup s'écrit uint. Voilà. Mais donc du coup voilà, un int, donc un nombre, on peut y mettre 8 caractères en même temps. Donc c'est à dire que par exemple si jamais vous avez un nombre qui est 12, bah en fait on peut le représenter ça. On peut le représenter comme ça.
Ou on peut essayer de s'amuser à le représenter comme ça. Pour qu'il prenne moins de place, par exemple. Tac tac tac, c'est ça que je voulais. En gros, de le représenter comme étant un nombre, enfin comme étant en fait des caractères. Donc c'est le caractère 1 et le caractère 2. Et après on analyse ce truc là et on peut le... Donc ce qui fait que par exemple pour stocker la valeur 12, il est plus simple de la stocker sous forme de char entre guillemets parce qu'elle est plus petite en mémoire. Elle ne prend que 2 octets. Je ne sais pas de quoi on parle. On parle de programmation et de mémoire. Hein, en gros, si tu préfères, pour faire très simple, dans ta mémoire, tout est stocké à base de 0 et de 1. Voilà. Tout est en binaire. D'accord ? Et une composition de 8, 0 et 1, ça s'appelle un octet. Voilà. Donc l'exemple le plus basique que je peux te donner d'octet, donc en gros si jamais je fais 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc là on en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc là j'ai 8 bits, ça s'appelle un bit, ce qui forme un byte. Un byte c'est 8 bits, ou qu'on peut aussi appeler en français un octet. Octet parce que bah octuple c'est 8, voilà, tout simplement. Donc ça c'est un octet. Pour savoir la valeur d'un octet, enfin la valeur d'un octet, c'est assez simple. C'est qu'en gros, alors après ça dépend de la composition, mais en gros on part du principe que ça c'est comment dire, c'est 1. Ça c'est 2, ça c'est 4, ça c'est 8, ça c'est 16, ça c'est 32, ça c'est 64 et ça c'est 128. D'accord ? Faut le prendre comme ça parce qu'en fait ça c'est 2 puissance 0, pardon. Ça c'est 2 à la puissance 1, ça c'est 2 à la puissance 2, ça c'est 2 à la puissance 3, ça c'est 2 à la puissance 4, ça c'est 2 à la puissance 5, ça c'est 2 à la puissance 6, et ça c'est 2 à la puissance 7. Pourquoi 2 ? Parce qu'en fait on a deux valeurs possibles, 0 ou 1. Et ensuite c'est simplement l'index de l'octet. Sachant qu'en programmation on commence toujours par 0. Voilà. Donc 2 puissance 0, bah ça fait 1. Sauf que là on en a 0, donc en fait c'est 0 fois 1, donc ça vaut 0. Là on a 0 fois 2 donc ça vaut 0 et ainsi de suite. Et en fait on fait juste la somme de tout ça. Ce qui fait que au total il fait 0. Non je veux que ce soit la chaîne de caractères. On va le noter comme ça. Ok. Donc là c'est 0. Voilà. Ça vaut 0. Maintenant, imaginons qu'on change un tout petit peu la valeur qu'on veut. Et que je mets par exemple 1, 1 et 1. Voilà. Exemple tout bête. Donc en fait, on est toujours sur un octet qui a pour valeur 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Et en fait, pour connaître la valeur de cet octet, bah, je fais 0 fois 1, donc 0, plus 1 fois 2, donc ça fait 2. Plus 0 fois 4 donc 0, plus 0 fois 8 donc 0, plus 1 fois 16 donc 16, donc 18, plus etc jusqu'à une fois là. Donc c'est à dire que là en fait on a 130 avec ça, plus ça, donc on est à 146. Donc ça c'est égal à 146. Voilà. Ce qui fait qu'en fait on a stocké la valeur 146 avec juste des 0 et des 1. L'avantage de ce système de stocker avec des 0 et des 1, c'est qu'en réalité, ça veut dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle une notion d'état. Allumé, éteint. Ce qui est très bien quand on fonctionne avec de l'électricité. Parce qu'en fait, si notre câble il est allumé, c'est qu'il vaut 1. Si notre câble il est éteint, c'est qu'il vaut 0. Voilà. Et donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne, le système. Notre système il fonctionne avec ses 0 et ses 1. Et en fait il va allumer et éteindre des câbles par rapport au fait de est-ce que c'est 0 ou 1 quand c'est stocké. Et le stockage en mémoire, bah, ça stocke justement avec des 0 et des 1. Et donc dans un disque dur c'est stocké simplement en creusant.
c'est creusé ou pas creusé. Si c'est creusé, bah ça vaut 1, si c'est pas creusé, c'est 0. Et donc il peut stocker tout comme ça. Donc votre disque dur, c'est juste ça. Et donc le lecteur, en fait, quand il va passer, c'est s'il prend un creux, c'est que c'est un 1, s'il prend pas de creux, c'est que c'est un 0. Et il sait de combien il s'est déplacé, donc il peut lire comme ça en fait votre disque. Et après il se déplace et il peut lire de ligne en ligne, et puis donc il sait exactement où est-ce qu'il en est. Et donc tout ça, ça fonctionne avec des 0 et des 1. Donc ça, c'est des octets. Et un caractère, du coup, un char, il a une valeur qui est comprise entre 0 et 255. Et en fait, si on fait la somme totale de tout ça, on obtient 256. Ce qui fait que si on n'a rien, on a 0. Enfin d'ailleurs c'est 255, pardon. On a 255 si on fait la somme de tout. Donc on obtient 255 et en fait on peut avoir de 0 à 255. Donc un caractère, c'est pour ça qu'il est compris entre 0 et 255. Parce qu'il est stocké sur un octet. Voilà. Alors qu'un nombre entier, il a une valeur qui est beaucoup plus grande, il peut prendre des valeurs beaucoup plus grandes. Donc au lieu d'être stocké sur un octet, il est stocké sur 8 octets. Alors bien évidemment, dans la logique des choses, si jamais je fais ça x 2, bah en fait ici, au lieu d'avoir 2 puissance 0, j'ai 2 puissance 8. Donc j'ai 256. Après j'ai 512. Après j'ai 1024. Après j'ai 2048. Et après j'ai oublié les trucs. Je me suis arrêté à 2048. Mais après c'est 4096. Ensuite c'est 8192. Et voilà, bref. Et en gros à chaque fois on garde le même truc, c'est juste qu'en fait ça devient la puissance suivante. Donc là ça devient 2 puissance 9. Là c'est 2 puissance 10, etc. etc. D'accord. Et on continue d'augmenter à chaque fois. D'ailleurs en vrai normalement on devrait pouvoir... Je sais pas comment il a fait son calcul. Attendez, on va faire ça. Ça x 2. Voilà, 16344. Donc là on fait ça. On fait ça p16 value, voilà. Ensuite on fait égal, hop, ça x 2. Voilà. Hop. Et p16 value, voilà. Donc là on a leur valeur. Et donc ici, là ça devient 11. Voilà. Là ça devient 12. Hop, là ça devient 13. Là ça devient 14. Et là ça devient 2 puissance 15. Voilà. C'est des différences, c'est plus des clés USB un peu spéciales avec que des vrais disques durs. Oui. Alors c'est le CD, ça, les disques durs, c'est magnétique, raison pour laquelle il ne faut surtout pas promener un aimant sur un HDD. Oui, mais après ça fonctionne à peu près dans la même idée de ils ont cet état, en gros c'est soit c'est l'un, soit c'est l'autre, et puis ils savent si c'est 0 ou 1 dans le fonctionnement. Mais du coup voilà, donc là vous avez à peu près le fonctionnement de... Voilà, donc ce qui fait que vous voyez bien qu'au niveau du stockage, stocker un int c'est beaucoup plus lourd que stocker un caractère. Mais stocker une chaîne de caractères, mais en fait c'est juste stocker un énorme tableau de caractères. Sauf qu'on ne sait pas la taille qu'il va avoir, on ne sait pas combien de caractères vont être stockés à l'intérieur. On peut très bien en avoir que 8, ou même moins de 8, tout comme on peut en avoir 50 des caractères. D'accord ? Donc c'est à ça qu'il faut faire très attention, parce qu'en termes d'optimisation, ça peut être beaucoup plus compliqué d'arriver à rechercher, enfin à stocker en mémoire. Parce que du coup on va peut-être stocker des trucs qui sont énormes. Donc moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit truc un tout petit peu différent. C'est qu'en fait il existe une autre valeur qui s'appelle le byte. Qui, comme je l'ai dit, on en a parlé vite fait. En fait le byte c'est un octet. Voilà. Mais c'est aussi une valeur qui est considérée comme numérique. Un char, c'est un byte un tout petit peu spécial parce que il a une association dans la table ASCII. La table ASCII c'est juste une énorme table qui dit pour telle valeur numérique c'est tel caractère. Voilà, c'est à ça qu'elle sert la table ASCII. Elle associe juste une valeur numérique à un caractère. Elle est importante parce que comme vous avez vu, un char, je vous l'ai dit que c'est un octet, et vous avez vu qu'un octet, c'est pas un caractère. 146, c'est pas A, B, C, D, E, etc. C'est 146. Donc il nous faut un moyen d'associer 146 à un caractère. Et ça, c'est le rôle de la table ASCII. Et vous avez le droit de faire des vannes avec une table avec des skis. Ça marche. C'est une vanne qui est connue. Mais du coup, par exemple pour une input et une output sur notre nucléus,
Bah en fait on n'est pas obligé de stocker tous les chars en fait. On peut juste stocker un index et dire et bah notre input c'est l'input numéro machin. Notre output c'est l'output numéro machin. Et on peut en extension derrière dire l'index machin correspond à tel nom. Et en fait nommer notre index. Mais dans tout le reste du code, on va éviter de se trimballer des chaînes de caractères qui vont devoir être stockées, qui vont devoir prendre de la place en mémoire, etc. On va utiliser directement des bytes. Et on va tout faire avec des bytes. C'est ça que j'appelle en fait des name int. Alors en réalité du coup ce ne seront pas des named int, comme je disais nommé, mais ce seront des name bytes. Ce qui fait qu'en fait quand on va trigger, au lieu de trigger avec une chaîne de caractères, on va trigger avec un byte. D'accord? Et l'autre différence que ça va avoir, c'est une énorme optimisation dans le projet. Je vais vous en parler après. Par contre, si vous voulez éviter de perdre des données, voir le disque dur de votre PC, ne laissez pas votre PC naître à la proximité d'un champ magnétique. Au mieux, votre PC s'éteindra tout seul. Au pire, vous perdrez tout le contenu de votre disque dur. Voilà. Les aimants, c'est dangereux pour les trucs. On sait, il y a eu des tests qui ont été faits chez nous dans notre école où des mecs passaient des aimants sur les disques durs pour voir ce qui se passait et pour griller les PC. C'était des vieux PC de merde qu'on testait, donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas flingué des PC des PC que les mecs allaient utiliser. Et après, s'il y en a qui l'ont fait sur leur propre PC, bah on sait qu'il y a des élèves qui l'ont fait sur leur propre PC, c'est leur problème et c'est à eux de régler ça. Mais bon, en fait, le problème que je vais vous expliquer, c'est par rapport au dictionnaire. En gros, un dictionnaire, par rapport à son fonctionnement mémoire, en fait, il y a un algorithme qui tourne derrière. Et c'est un algorithme qui va dire, quand on me donne telle clé, je peux aller rechercher dans mon dictionnaire le bon élément. Mais c'est un algorithme complexe qui va rajouter de la complexité de transformation pour arriver à obtenir un index et machin avec le hachage, etc. etc. J'aime bien les streams de programmation, je peux parler technique et distro Linux. Exactement. Donc c'est un petit peu chiant. Sauf que, en fait, le truc que je vous ai pas expliqué par rapport à ça, c'est qu'en fait votre mémoire, donc vous avez tout ça, sauf qu'en réalité votre mémoire c'est juste une énorme ligne avec plein d'octets. D'accord? Chaque octet a une adresse. C'est-à-dire que par exemple, si jamais je prends ma mémoire, on va dire, à se mettre ici, bah là on a l'adresse 0, là on a l'adresse 1, là on a l'adresse 2, là on a l'adresse 3, là on a l'adresse 4, là on a l'adresse 5, là on a l'adresse 6, là on a l'adresse 7, 8, 9, etc. Ce qui fait que du coup, mon ordi, si je lui dis donne-moi le 8ème octet de la mémoire, il va me donner le 8ème octet de la mémoire. Il va aller très vite à me le chercher parce qu'il sait où est le 8ème octet de la mémoire. C'est le principe d'une adresse. D'accord? Ce qu'il faut penser aussi, c'est que par exemple, moi quand je récupère un nombre entier, je récupère pas un octet, je récupère 8. Donc en fait, je lui dis pas renvoie-moi l'octet qui est à cette adresse là, je lui dis renvoie-moi les 8 octets qui sont à cette adresse là, et moi je vais l'interpréter comme étant un nombre entier. D'accord? Un pointeur, c'est une adresse mémoire qui est stockée. L'adresse mémoire, elle est tellement grande, elle peut avoir des valeurs qui sont tellement grandes qu'elle est stockée sous forme d'int, en fait, donc elle est stockée sous 8 octets. D'accord? Ce qui fait que du coup, un pointeur, c'est 8 octets. Donc ça, c'est des trucs avec les pointeurs, on va pas forcément rentrer dans les détails des pointeurs, etc. Mais en gros, il est très facile de dire, je veux l'adresse de tel élément. Je veux l'élément qui est à telle adresse mémoire. Ça va très vite. Alors que de devoir faire tout un algorithme pour pouvoir déduire l'adresse et la rechercher, c'est chiant. Maintenant imaginons, j'ai un tableau. Un tableau c'est juste une série d'éléments qui est contiguë dans la mémoire. Donc si je lui demande le premier élément, donc l'élément 0 dans un tableau techniquement, en fait il va me donner les... par exemple c'est un tableau de bytes, on va dire, d'accord, parce que c'est plus simple. Avec les bytes on sait que c'est un octet à chaque fois, donc en gros si je lui demande le 0, il va juste m'envoyer. Si je lui demande 1, il va me demander ça. Donc en fait si j'ai un tableau de bytes, avec 4 bytes dedans, je vais avoir 0, 1, 2, 3 de l'adresse de mon tableau. C'est-à-dire qu'en réalité, si jamais mon tableau il est à l'adresse 6, en fait ce sera 6, 7, 8, 9 qui sont remplis avec nos 4 octets. Donc si jamais je veux l'index 0 de mon tableau, en fait il va aller chercher l'adresse plus l'index qu'on lui demande. Donc là plus 0, donc il est à 6. Maintenant on veut le premier, donc il va aller chercher 0 plus 1, donc 7. En sachant qu'il prend en compte aussi du coup la taille des éléments stockés. Donc c'est à dire que si vous mettez un int, il va multiplier le nombre de cases par la taille. Tout simplement. Donc par exemple dans notre cas, là c'est un byte donc c'est 1. Donc en fait il va faire l'adresse du tableau plus 0 fois 1. Donc c'est l'adresse du tableau, 6.
si je veux le premier élément de mon tableau, vu que c'est des bytes, c'est toujours 1 leur taille en octets. Donc du coup, il va aller à adresse du tableau, 6, plus 1, parce que c'est l'index qu'on recherche, fois la taille d'un byte, 1, puisqu'il y a un élément qui est devant, donc, pouf, on va à 7. Imaginons que maintenant c'était des int, bah en fait il aurait été à 6, il m'aurait renvoyé du coup les 8 premiers, tout simplement, et en fait pour aller chercher le suivant il aurait été à 14. Parce que c'est 8 la taille d'un int. Donc il aurait été chercher cet élément là. C'est comme ça que fonctionne votre mémoire et c'est comme ça que fonctionnent les accès mémoire. Ce qui fait que là vous le comprenez qu'il devient très rapide d'accéder à un élément dans un tableau. Comparé à une liste. Une liste, les éléments sont répartis partout dans la mémoire. Alors que dans un tableau ils sont contigus dans la mémoire. Il est plus facile, du coup, quand on fait des recherches dans le tableau, enfin des recherches et tout, de pouvoir dire ok j'ai mon tableau, je veux accéder à tel élément. Que dans un dictionnaire où il y a du hachage, il y a plein de trucs qui sont gérés en plus. Donc c'est comme ça qu'on va optimiser pas mal notre élément. On va utiliser en fait des tableaux plutôt que d'utiliser des strings. Ce qui fait qu'en fait là par exemple nos triggers. Alors oui, on va avoir nos triggers qui vont être stockés avec des... Comment dire Je cherche. Avec des... Merde, avec des strings, mais ce sera pas dans l'atome. L'atome en lui-même, en réalité, à terme, l'idée c'est d'avoir un private read-only, donc toujours un read-only machin. Sauf que là, on va avoir un atome crochet. Donc ça, c'est-à-dire qu'on crée un tableau qui va s'appeler, donc on va l'appeler mTrigger array. Pour l'instant, on l'initialise pas, et en fait, c'est ici. Quand on va le faire, on va tout simplement dire ok, je vais créer un tableau. Donc par exemple pour les triggers, hop, on va prendre l'exemple ici. On va faire mTrigger est égal à new atom boom du nombre de trigger count. En gros là on regarde combien on a de triggers et on crée un tableau qui correspond. Et on le remplit avec nul, bien évidemment. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de liaison qui a été faite. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on peut faire la même chose du coup avec les inputs et les outputs. Et donc du coup, quand on va faire tout ce qui est les triggers, etc. Bah en fait, on peut très bien aller... Hop, on va juste le rajouter ici. Alors, attendez. Oui non du coup c'est pas ça. Du coup c'est for int. Enfin en vrai on peut même mettre byte i égale 0. I différent de nucleus.trigger.garde. Et on va juste faire plus plus i comme ça. Voilà. Et ensuite on peut faire hop égale nul. Ce qui fait qu'en réalité on obtient, au lieu d'obtenir un dictionnaire qui stocke avec des chaînes de caractères, et ben en fait on obtient tout simplement un tableau qui optimise l'accès en mémoire. Et ce qui fait que derrière nous, quand on va l'utiliser, au lieu de faire un trigger avec une string, comme on l'a ici, on pourra faire un trigger avec un byte. Ce qui veut dire que derrière, on peut optimiser drastiquement le truc en faisant atome égale m underscore trigger array à l'index, avec juste un petit check en amont qui est if si l'index est supérieur ou égal, je vais vous expliquer après pourquoi, un m trigger array point c'est length normalement. Voilà, dans ces cas là je return false, c'est à dire qu'on me demande un index qui n'est pas dans le tableau. Sinon, bah, je récupère mon atome et je return juste ça. Alors on peut se dire oui mais il y a plus de lignes. En réalité c'est pas le nombre de lignes qui fait. Ça, ce trigger là est bien plus optimisé que celui-ci. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais ce trigger là est bien plus optimisé que celui-ci. En termes de fonctionnement parce que lui il utilise directement un tableau. Et il va aller chercher dans un tableau. Donc c'est beaucoup plus optimisé que de devoir faire du hachage, aller regarder la correspondance dans le dictionnaire et nous renvoyer la valeur.
qui prend plus de temps et qui prend plus d'espace aussi sur le disque. Parce que là on stocke juste directement des atomes, alors que là c'est un dictionnaire. Ce qui fait que là on stocke à la fois les chaînes de caractères et le dictionnaire et son comportement et les valeurs qu'il contient et les atomes. Donc on stocke tellement d'informations qu'en réalité en RAM on prend beaucoup plus de place. Un dictionnaire c'est beaucoup plus gros que juste un tableau d'atomes. Donc c'est pour ça que je veux optimiser drastiquement le fonctionnement que j'ai des triggers, des inputs et des outputs pour fonctionner avec des tableaux et des index. Parce qu'au final, ce truc là d'utiliser un byte, mais ça, c'est interne, c'est du code. C'est purement des trucs qui se passent dans le code. C'est pas un truc que l'utilisateur va voir, c'est un truc qui va être généré par la partie visuelle. C'est pour ça que j'ai plus besoin en fait de passer par des strings. C'est une perte d'optimisation qui est inutile. Parce que l'utilisateur, c'est pas lui qui va appeler le code derrière. L'utilisateur, son objectif, c'est qu'il ne sache pas coder et qu'il va faire un truc. Avec du script. Donc au final, il faut que je dégage ce trigger là. Au profit d'un trigger avec des bytes. Mais donc ça veut dire qu'il va falloir que je change beaucoup d'autres trucs. Par exemple, mes outputs et mes inputs, bah, on va obtenir la même chose. Alors attendez. Celui-ci, une fois terminé, va être marrant à compiler. Bah de toute façon, l'objectif c'est justement qu'il soit le plus optimisé possible. Donc input array. Là c'est output array. Et donc là on a input, input et output. Tout simplement. Et l'idée ça va être de générer les noms, les types, tout ça. Alors bien évidemment, nous on va se passer de la chaîne de caractères. On va la dégager complètement, à terme. Et on va utiliser justement tous ces index. Et c'est les index qui vont faire tout le boulot. Donc là, on peut tout simplement faire que m inputs array égale new... non, c'est new input crochet. D'ailleurs, c'est pas des inputs nuls. Oui, les inputs ne sont pas nuls. Elles ne peuvent pas être nulles. Elles sont non nullables. Là où les atomes le sont. De nucleus.inputs.count. Voilà. Input, c'est juste une liste avec une string et un type. Donc lui, on peut partir du principe, vu que c'est une liste, que voilà. Le trigger c'est une liste, c'est un H7. Ce serait bien qu'il soit au format de liste. Ouais. Je vais voir comment je peux le changer pour qu'il soit au format liste. Puisque du coup en réalité on peut... Voilà, ça en fait on va pouvoir le dégager. Mais en fait l'idée c'est que ça par exemple, bah en fait on sait qu'on peut faire un byte. On va appeler byte idx, enfin on va l'appeler tmp plutôt, égale 0. À la fin on fait plus tmp. On va stocker notre input. Voilà, ouf. Ici, hop. On va l'appeler input val. Voilà. On va le stocker ici et on va bien évidemment faire que m input array tmp. Oui, c'est vrai que je peux faire ça. Je peux faire ça. En C++, ce serait mieux du coup de faire... Bah en vrai, je vais prendre mes vieux réflexes de C++ et je vais faire ça. Je vous expliquerai si vous voulez un jour pourquoi est-ce qu'on fait ça en C++ et qu'on fait pas ça autrement. Et ensuite, hop, on va faire ça. Sauf que là, on va faire ça du coup avec les outputs. Là, on va faire output. Output val. Output. Et donc là, c'est une output. Ensuite, on copie du coup ça, sauf qu'on met ça à la place. Ensuite, là, on met ça et on met juste le output array. Ça, on peut le supprimer. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est juste faire ça.
Ouf. Ouf. Voilà. Tada. Et oui, j'ai oublié de changer ça. Pardon. Voilà. Après 90% des gens ne s'embêteront pas avec la compilation récupérant directement l'archive Z avec le point .exe et ou le point .dmg dedans. Je sais pas si tu comptes ensuite rendre le suite logiciel utilisable sur Mac. Il y a que les tarés de Linux comme moi pour vouloir compiler le logiciel à partir des sources en même temps. Je suis un game twist. Alors je sais pas du tout si je vais le rendre utilisable sur Mac. Je vais pas mentir, hein, je ne sais pas du tout encore. Pour l'instant c'est vraiment axé très Windows. Parce que aujourd'hui c'est un des OS que je considère le mieux pour streamer. Et pour le coup, j'ai beau être un accro de Linux, je considère que pour streamer aujourd'hui, Linux n'est pas bien. Parce que OBS ne marche pas dessus, il est pas assez bien foutu, il plante en permanence, c'est un enfer d'utiliser OBS, donc à éviter. Et le problème c'est qu'en fait sur Mac, un Mac peut être bien en tant que second PC, donc comme je fais aujourd'hui, j'ai un deuxième PC qui fait, donc c'est vrai que j'aurais pu prendre un Mac de très haute qualité pour faire ça, qui du coup aurait fait le boulot que j'attends. Mais je sais pas du tout si je vais déployer mon logiciel sur Mac à terme. Parce que c'est vrai que la plupart du temps les streamers en fait ils ont du Windows, donc ils s'en mettent même pas avec du Mac. C'est très rare de voir des streamers avec du Mac. Voilà. Après peut-être que je ferai un déploiement sur Mac parce que je crois qu'on peut déployer en C# sur Mac. Normalement ils ont fait la CLR sur Mac, mais je suis pas sûr. Ce sera à vérifier, ça se vérifie assez facilement. Et donc du coup là ça on peut supprimer et donc là du coup on est bon. Ce qui fait que du coup, là en fait, on remplit à la fois notre dictionnaire et à la fois notre tableau. Ah oui, non, OBS est à chier sur Linux. Parce que sinon, je serais sur Linux, hein, moi. Perso, je serais sur Linux hein, si OBS était bien. Mais OBS est à chier sur Linux. Je suis franc. Sinon, mon second PC, mon PC stream, ce serait un Linux depuis longtemps. Mais c'est pas le cas. Donc malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Là, par exemple, au lieu de faire ça, au lieu de checker ça, bah, je peux tout simplement checker input array. Puisqu'il contient la même chose. Voilà. J'ai mis le input array. Ici, on peut checker tout simplement le trigger array. Je vais l'appeler trigger array au lieu de triggers array. Je suis une merde. C'est pas grave. Voilà. Et donc ici, pareil. Voilà. Ensuite, get input, bah du coup bien évidemment on va recopier le get input et on va le faire, au lieu d'avoir une string, on va le faire avec un byte IDX. Et donc là, on va recopier la même chose que là, ouf, pour récupérer l'input. Sauf que là, au lieu de prendre ça, donc on va return default dans ce cas là, pardon. Du coup, au lieu que ce soit triggers array, c'est du coup inputs array. On récupère du coup dans inputs array une input. On sait qu'on en a une puisqu'on l'a remplie, on sait qu'on l'a. Et ensuite on a juste à faire ça. Ouf. Pour récupérer avec un index. Ensuite le set output, bah on va le faire aussi avec un index. Hop. Byte IDX. On a plus de lignes de code, encore une fois, hein, comme je le disais, mais en contrepartie, on a un code qui est plus optimisé. Hop, là on return tout simplement. Et donc là ensuite on peut faire output, et donc là on peut mettre que c'est le output array. Voilà. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ça marche. Voire même, on peut même aller chercher plus loin en faisant juste ça. J'ai 2 index, c'est grave ce que tu fais. Alors en fait, 2 index ce sera pas assez. Il faut que t'en aies au moins 4. Si t'as pas 4 index sur ta main, sur une seule, hein, pas sur les deux, hein, sur une seule main, il faut que t'aies 4 index sur une main. Sinon ça passe pas, tu pourras pas utiliser chemistry. Non, tu sors pas, au contraire, elle était bien, je l'ai bien aimé. Le problème sur Linux, c'est que pas mal de plugins sont très mal supportés, voire complètement incompatibles, et ça rend le streaming très compliqué, étant donné qu'OBS est le seul encodeur disponible sur le Penguin. Alors en fait, c'est même pire que ça, c'est que littéralement OBS ne marche pas sur Linux. La moitié du temps, il va planter à un moment ou à un autre. Tu peux pas streamer avec, tu peux pas record, tu peux rien faire. Il plante très régulièrement. C'est un enfer, même sans plugin, il plante.
Il est pas bien codé sur Linux. Et ça m'embête énormément parce que au final, j'aimerais beaucoup l'utiliser parce que j'utilise quasiment aucun plugin. Le seul plugin que j'utilise, c'est la NDI. Et en plus, sur Linux, c'est 1000 fois plus simple d'implémenter la NDI. C'est tellement plus simple d'implémenter la NDI sur Linux que sur Windows. Ce qui fait que je pourrais même avoir le dernier protocole de NDI sur OBS de Linux. Mais je peux pas, parce qu'OBS a pas été bien foutu. Et ça dépend des distros. Moi je sais que j'aime bien utiliser Ubuntu, et en général sur Ubuntu ça plante pas mal. Mais bon, donc du coup voilà. Donc on a ce petit changement où maintenant on a les outputs, tout ça, qui sont faits avec des bytes. Maintenant, on va aussi changer du coup les bonds. My name is Bond. James Bond. On va du coup faire avec un byte IDX. Donc là on vérifie la même chose. Ensuite on récupère même chose que pour le trigger. Pouf pouf pouf. Tac tac tac. On fait un return false. Et sinon, du coup on fait tom.mcaller machin. mtriggers array égale atom. Et return true. En Flatpak c'est pas si mal, je connais des vidéastes qui recordent leurs vidéos avec OBS sur Linux sans aucun problème. Oui après, de toute façon c'est un truc que je vais sûrement aussi bidouiller et tester, voir si jamais je peux le faire proprement. Mais il y a moyen que je puisse le faire assez proprement d'ailleurs. Donc du coup voilà, on va mettre le byte, comme ça, le byte 1 IDX. Là on a celui-là. Ça c'est le get bonds, il va falloir que je le change je pense. Parce que au lieu de return string string, on va return ça c'est l'ID de l'atome. Donc on va mettre byte et l'ID de l'atome. Ce qui fait que du coup, ça on peut le changer pour mettre que du coup ça c'est un byte. Et ensuite on va faire for byte i égale 0, point virgule i différent de m underscore triggers array point length plus i. Et donc du coup on peut tout simplement ici faire if mtriggers array crochet i est différent de nul. Dans ces cas là on met directement l'id et on met ici le petit i. Du coup en vrai ouais, ce que je vais faire c'est que je vais faire atom égale voilà, et on va faire directement si atom différent de nul. Dans ces cas là tu mets l'atom.id et ensuite tu peux supprimer ça. Ce sera bien mieux comme ça. D'ailleurs oui, je vous ai pas expliqué pourquoi je faisais comme j'avais fait le supérieur ou égal. Alors parce que comme je vous l'ai dit dans un tableau, on commence à l'index 0. Le premier c'est 0, puisque je vous rappelle que le calcul qui est effectué derrière pour calculer l'adresse de votre élément, c'est adresse de votre tableau plus index fois taille de ce qu'on stocke. D'accord? Ce qui veut dire que pour choper le premier élément, il faut qu'on ait juste l'adresse du tableau. Donc en fait il faut multiplier par 0. C'est pour ça qu'on commence par 0. C'est extrêmement logique hein. C'est la pure logique, c'est parce qu'il y a une formule mathématique pour calculer l'adresse précise de l'élément que vous recherchez dans un tableau. Et pour que cette formule fonctionne, il faut que le premier index de votre tableau soit 0. Ça évite en fait de devoir faire un moins 1 parce qu'en fait, ce truc qu'il faut savoir c'est que la soustraction est plus lourde en calcul que l'addition ou la multiplication. Voilà. En fait, les opérations les plus lourdes sur un système, ce sont les soustractions et les divisions. Alors que les additions et les multiplications sont assez rapides à faire et sont plus optimisées. Yo monsieur ce chapeau, qu'est-ce que tu nous cuisines ici? Je sais plus si tu vas ici depuis ton email. Tu m'as même laissé Chéché. Ok, ben ravi de te revoir du coup Chéché. Donc en gros, ah oui si c'était déjà passé en plus. Il me semble que t'es déjà passé.
Déjà j'ai dit chéché, c'est checheux. Ça a été le temps aussi que je match truc. Du coup en fait là je suis en train de faire un... Pour faire simple, t'as déjà utilisé Unreal ou pas? Je sais pas. Parce qu'il y a moyen qu'au lycée tu l'avais utilisé. Oui, t'étais passé une soirée Phasmo, c'est bien ça, je me rappelais. Mais je crois que tu avais dû l'utiliser potentiellement au lycée. Enfin, peut-être. Ah, je sais pas, c'était Unreal 4. C'est Unreal 4 sur ceux qu'il faut regarder. Donc je sais pas si tu l'as utilisé. Parce qu'il y a un truc dans Unreal 4 qui s'appelle Blueprint. Et en gros, on est en train de recoder un blueprint. Pour faire simple. Jamais utilisé Unreal. Pas au lycée? C'était peut-être de. Ah oui, non, vous devez faire que du Python, à mon avis. Ça doit être que du Python, vous devez pas. C'est vrai que c'était bon. Mais en gros, ouais, je suis en train de recoder un équivalent de Blueprint. Donc en gros, pour faire simple, j'ai un joli petit schéma. Oh, j'aime les schémas. Je vais sortir mon schéma. Attention. Attention. Tonte à ce que quelqu'un s'en fout. Un schéma. J'ai un schéma. Pardon. Blueprint c'est du C++ et en même temps c'est un truc en particulier. Nous c'est en C# du coup qu'on fait ça. Mais en gros l'idée c'est d'avoir voilà un équivalent de Blueprint avec bah voilà j'ai mon exécution qui passe par là, qui peut passer par là avec des valeurs etc. Et en gros l'idée c'est d'avoir ce truc là qui puisse être fait visuellement et que derrière il y ait le code qui tourne derrière. Et donc là je suis en train de faire le code qui tourne derrière justement. J'avais fait une première vidéo, donc je t'invite si jamais tu veux savoir exactement ce que j'ai fait, à aller sur YouTube. Normalement t'as le lien qui a été balancé plusieurs fois, ou sinon tu fais un point d'exclamation VOD, je pense que là il devrait balancer. Qui a, donc du coup faudrait que je les rende publics, enfin faudrait que je les partage, mais en gros j'explique justement le projet précisément et je fais une première explication du code qui a déjà été fourni en gros. Ici on a vu C, C++, PHP, Java, HTML, SQL. BTS. Oui c'est vrai que toi c'était du coup le BTS. T'avais pas fait de Python Ah je m'attendais vraiment à ce que vous ayez fait du Python. Je m'y attendais, mais ok. Mais en gros voilà, donc là c'est du pur C#. Ah dommage, je pensais vraiment, parce qu'en général c'est un des premiers langages que les gens y voient, donc je m'attendais à ce que t'en aies fait, c'est pas grave. C'était pas au programme étrangement, oui. Franchement une histoire que je trouve géniale, méthode dont j'entends jamais, c'est NixOS. NixOS j'en ai entendu parler ce truc là. Une histoire qui se repose sur un seul fichier de configuration et une fois qu'il est créé, soit manuellement soit via un installateur graphique. Tu obtiens un OS ultra stable et c'est super simple d'annuler tes modifications si tu fais une connerie ou si une mage ou le bordel est... Et la Logitech est énorme. Je t'avoue que oui, je me suis pas trop renseigné. Mais bon. Mais donc du coup on va revenir sur notre truc. L'idée donc c'est donc d'arriver à faire un programme qui permet de faire donc ces scripts visuels en fait. Parce que bah en fait comme je suis en train de recoder toute une suite de logiciels pour les streamers, en fait j'aimerais pouvoir proposer une customisation absolue de ces logiciels là. Et donc ça passe par du scripting naturellement, parce que si on veut un comportement très spécifique, une logique très spécifique, je peux pas proposer des modules pour chaque personne qui veut un truc spécifique. Donc je veux proposer une notion de scripting, comme ça les gens ils peuvent coder leur propre comportement avec du script visuel, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à appréhender parce que c'est juste de la logique de relier des trucs entre eux, donc on n'a pas à apprendre un langage en soi, mais en même temps ce sera quelque chose de très poussé, donc les gens qui voudront voilà, et c'est de la logique de programmation derrière. Et donc du coup là je suis en train de faire une grosse optimisation dessus parce qu'en gros actuellement les input output et donc en gros les attendez j'ai refermé mon schéma. Python est un langage qui sert beaucoup et souvent. Putain, Cloud, tu vas te prendre un mute. Tu vas te prendre un mute, toi. Mais par contre, en fait, Python, c'est un langage qui est très facile d'appréhension parce que c'est un langage qui est très facile en fait à apprendre et qui a énormément de trucs. Mais bon, donc en gros, t'as les traits, c'est les chemins d'exécution. Les traits en pointillés, c'est les valeurs. Donc t'as les outputs qui sortent des briques et t'as les inputs qui rentrent. Et en gros, actuellement, elles sont toutes nommées. Et je fonctionne avec leur nom. C'est-à-dire qu'en fait c'est à travers le nom que je sais quel input tu veux, quel output tu veux, quel chemin d'exécution tu veux, etc. Sauf que je pense au fait que derrière j'aimerais optimiser ce bousin. Et en fait le moyen d'optimiser tout ça c'est d'éviter de passer justement par des chaînes de caractères pour stocker les noms, mais en fait d'utiliser simplement un index. Donc de dire que bah ça c'est le trigger 0. Ça c'est le trigger 0, ça c'est le trigger 1. Ça c'est l'entrée 0, ça c'est l'entrée 1, ça c'est la sortie 0, ça c'est l'entrée 0, ça c'est voilà. Et en fait je veux fonctionner comme ça pour optimiser énormément ce bordel pour qu'il fonctionne de manière beaucoup plus efficace et notamment dans la résolution des chemins, en fait qu'il aille 1000 fois plus vite que de devoir rechercher dans des dictionnaires les équivalences et tout. Là il a un index, il va chercher ce qui correspond dans le tableau et boum boum, il ira beaucoup plus vite. En fait ça va juste accélérer grandement le programme. C'est de l'optimisation pure et dure, mais c'est un truc qui pour moi est important. Donc là du coup on a fait ça. Attends,
Donc là on a fait le bound, get bound, le bounce to, voilà. Ça aussi il va falloir du coup qu'on fasse une version avec byte output IDX et de l'autre côté input IDX qui sera aussi du coup un byte. Alors pourquoi je mets des bytes? Parce que bah c'est juste que il y a la probabilité qu'un mec il fasse plus de 256 entrées ou sorties ou trigger d'exécution, elle est tellement infime que du coup on va poser cette limite de dire tu ne pourras pas en faire autant. Mais les gens ils en auront pas besoin d'autant. On va être sérieux, les gens ils en auront pas besoin d'autant. Donc c'est pour ça qu'on va stocker avec un byte parce que du coup c'est un seul octet et en termes d'optimisation mémoire on va stocker un truc tout pourri. Ça va être tellement plus rapide. Je ressors mais je commence à faire des jeux de mots de merde, ça veut dire que je suis très en forme. Oh putain. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça qu'on va optimiser grandement tous ces trucs là. Donc là on va juste aller récupérer hop le petit truc pour les inputs qui était ici. Sauf que là on va le faire directement sur là. Et là du coup c'est le input IDX. Là du coup c'est return false. Et ensuite on va aller récupérer. Je me souviens plus, Chaperon, t'es un GCC toi ou pas du tout? C'est pour ceux qui veulent faire les termes anglais. En ce moment, plus du tout. Je t'avoue que en ce moment, j'y touche plus vraiment. Je joue, hein, j'ai Yu-Gi-Oh, j'ai tout ça, mais je t'avoue qu'en ce moment, j'y touche plus. Je suis plus à fond sur mon projet de code et je charbonne plus là-dessus que je joue. Et en fait, en termes de jeu, je joue quasiment plus qu'en live en fait. J'avais pas un set output quelque part? Ah oui, c'est parce que j'avais fait ça. C'est vrai. Hop. Donc on peut faire output IDX, de rechercher sur output. Je suis mis à Pokémon en termes de TCG en 27 ans d'existence, j'y ai jamais joué. J'avais joué vite fait, alors j'ai fait un petit peu de tout, hein. J'ai fait du Pokémon, j'ai fait du Magic, j'ai fait du Yu-Gi-Oh! Mais c'est vrai que Pokémon j'ai pas touché. Par contre j'ai un pote qui lui est à fond sur Yu-Gi-Oh! Et qui est en train de faire, enfin qui a une chaîne qui est en train de devenir un influenceur qui commence à se faire connaître dans le milieu hein, de Pokémon. Tu peux ton deuxième jeu de mots? Oh putain. J'ai mis le temps. En fait, j'ai vu le message, mais j'avais pas capté le jeu de mots. Et du coup, ça y est, je viens de le comprendre. Mon dieu. Il a écrit c'est pas con, mais avec juste un C. En référence au langage de programmation, le C. J'ai envie de dire que j'ai vu clair dans ton jeu. Je te laisse réfléchir à cette vanne. Voilà. Magic, j'ai fait ça quand j'étais au collège, j'ai fait ça avec un voisin et j'ai pas plus accroché que ça en fait. Hop, ça du coup je peux supprimer, ça je peux supprimer, je peux juste faire ça et du coup c'est le output IDX et ça je peux supprimer. Il était très réfléchi celui-là, oui, très réfléchi mais pas mal, j'en suis content. Je suis content de manger d'abord. Du coup, bah en fait oui non j'ai juste à faire ça directement. Boum. Boum. En termes de jeu de cartes, du coup je suis à Hearthstone, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Runeterra, Crossmaga, Gwent. Oh putain. J'ai fait du Hearthstone. J'étais un des bêta-testeurs de Hearthstone. J'ai jamais retouché au jeu. Je vais être très franc, je n'ai jamais retouché au jeu. J'ai fait la bêta et après j'ai plus jamais joué à Hearthstone. Pardon, c'est un ou. Voilà. Idée fixe, oh putain. Tu cherches le ban en fait. Tu le cherches. Tu le sais ça. Du coup, tac 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 tac. En fait ce que je suis en train de me dire c'est que je vais peut-être juste supprimer tout simplement ça. On a tout le comportement qui existe, donc autant le supprimer.
Boum. Ce qui fait que là du coup on peut directement mettre ça. Hop. Ici on peut supprimer ça. Des fois ça me manque un peu le développement, mais je ne sais ni par quoi ni par où commencer en vrai. Faudrait que je reparte de zéro. Alors en fait c'est la programmation, moi j'ai jamais lâché parce que bah, c'est un petit peu mon boulot aussi. Mais surtout ce que je me suis dit, et c'est pour moi ce qui était le plus important en fait, c'est que bah, je garde des projets perso et je continue de faire des projets perso, et quand j'ai envie de faire un truc, je me dis comment je peux l'automatiser, et j'automatise des trucs. Et donc j'ai fait plein de tentatives de projets qui ont été souvent avortés au bout d'un moment, mais j'en ai fait, genre j'ai voulu faire un gestionnaire de compte. C'est un truc tout con, un gestionnaire de compte qui est juste, tu fais tes comptes sur une appli. J'ai voulu faire ça. Je l'ai jamais fini ce truc là. Parce que bah ouais ok, j'ai voulu tenter, j'ai laissé tomber et puis voilà. Mais ça me permet quand même d'apprendre des trucs, etc. etc. L'idée c'est toujours ça. Du coup c'est mtriggers array.length. Donc ça du coup on peut le supprimer, ce qui va foutre la merde partout. C'est pas grave. Le get input on peut le supprimer, celui-là. Le set output on peut le supprimer, voilà. Execute, alors du coup le execute il doit fonctionner dans les arrays. Et donc là c'est une input directement, et donc on n'a pas besoin de faire le value, on peut directement faire le evaluate ici. Faut que je mette Hearthstone parce que j'aime beaucoup l'univers en vrai, mais comme je suis un galérien, j'aimerais faire fonctionner Hearthstone sur Linux. J'avoue que ça peut être marrant de le faire fonctionner sur Linux, mais donc là c'est une output. Et donc là on va juste changer ça. Au lieu que ce soit, on va mettre que c'est un byte. Donc on va changer que en fait le execute, c'est la réaction. Ouais, la réaction c'est la fonction qu'on lui a donnée. Et ça en termes de comportement, bref. Du coup là on va juste mettre que c'est un byte et on va mettre que c'est un index idx. Et on va juste changer ici pour mettre idx, et du coup on va mettre que c'est byte idx. Normalement ça devrait pas trop foutre la merde, sauf ici où du coup ça c'est un byte, et du coup ici c'est midx. Voilà, là ça fout un tout petit peu la merde parce que du coup ça c'est un byte. Voilà. Et c'est une string de quoi? Ah, c'est son ID. Faudra qu'on voit aussi pour que les ID ce soient des nombres. Ah oui mais non, parce que c'est vrai que les ID faut qu'ils soient uniques. On va réfléchir à ça, on va réfléchir à cette partie. L'idée c'est d'avoir le moins possible le mot string quelque part dans le code. C'est de s'en débarrasser le plus possible. Là du coup au lieu de mettre ça on met le TMP et pas le TPMP. Pardon. Trigger, du coup, on va dégager. Alors, déjà, le bound, on va dégager celui-là. Et le bound, il est bon. Bound to, il est bon. Celui-là, on le dégage. Celui-là, on va y réfléchir. Et du coup, c'est input array. Output array. Et là autant mettre directement que ça c'est une... J'aime pas trop en fait mettre des variables comme ça. Même si oui le compilo il déduit et tout ça, j'aime pas. J'aime pas, je préfère lui simplifier le travail en faisant ça. Ah, du coup on va faire array. Ah, le get input bounds. Mais je l'utilise. Ah putain, mais si. Si. Du coup on va mettre déjà que ça c'est un byte. Ce qui fait que du coup on va pouvoir faire un byte. Bah en vrai on peut même faire for byte i égale 0 point virgule i différent de moutput array point length point virgule plus i. On met du coup ici directement que c'est un i, donc là on met que c'est un byte,
Et du coup, on fait que c'est m output array crochet i.getLink input qui me renvoie. Donc là, du coup, c'est bien ça. C'est que ça devient du byte et ça devient du byte. Voilà. Par contre, j'essaie sur Linux Mint base Ubuntu donc et pas sur mon PC que j'utilise le plus. Lui est sur Calculate Linux qui est une base Gentoo. Ok. Le code qui a du mordant. Tu vas te faire timeout. Tu vas tellement te faire timeout. Parce que to bite en anglais ça veut dire mordre. Voilà. Tu vas tellement te faire timeout. Oh, c'est incroyable. Donc là on a le trigger avec un byte IDX. C'est parce que du coup il doit me dire cannot convert et donc du coup si je rajoute juste ça normalement. Ah je suis obligé de le cast. Oh les bâtards c'est de la merde. Oh les bâtards c'est de la merde. Pardon. Je l'ai expliqué ton jeu de mots Cloud, je l'ai expliqué, tout ça sert à rien. Du coup on a dit qu'on allait changer les réactions pour que ce soit du coup des bytes qu'elle renvoie. Et ici on va remplacer ça pour que ce soit avec des bytes et des bytes. Et du coup on va l'appeler input. Boîte de loup pour obliger. Merde. En effet. On arrive bientôt à 1 heure de live. Enfin de code. Hop, hop. Comme ça on est bon. Donc là la réaction elle est bien. Donc là on est bon. Faudra que je regarde parce qu'il y en a plusieurs des références. Là normalement eux ils sont terminés. Ça c'est ciao. Ça marche. Enfin en attendant le prochain. Oh putain. On n'est pas sorti de l'auberge les gars. Donc là du coup il vérifie bien que c'est avec des arrêts et tout ça. Donc là ça c'est bon. On va juste du coup le rename pour retirer la notion d'arrêt. Hop. 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 Voilà. Pouf 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 pouf. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer des trucs dans les nucléus aussi. Parce qu'en fait, là pour le coup, les nucléus, parce qu'il n'y a qu'un seul nucléus. Je veux qu'on puisse stocker l'association nucléus non. Enfin, le index non pour les triggers, pour les inputs et pour les outputs. Je veux stocker ces infos là. Donc je veux qu'on puisse savoir. Là en vrai on peut le savoir assez facilement. Parce que c'est des listes. Donc en vrai c'est juste l'index qui correspond. Bah ouais. Sur le tuple qui est là c'est l'index 0. Ce qui veut donc dire que quand on ajoute un trigger. Hein. Ou alors on le sait parce qu'on les ajoute dans un certain ordre. Donc on sait dans quel ordre on les a ajoutés, donc on sait qui est 0, qui est 1, qui est 2, qui est 3. Ouais, donc oui, on va faire ça comme ça. Puisque en fait, leur index va être dans l'ordre dans lequel on les ajoute. Du coup, ouais, on va le laisser comme ça. Donc ça, on peut le faire, mais le nucléus, on n'a pas besoin d'y toucher. La molécule, est-ce qu'on a besoin d'y retoucher? Oui. Et donc c'est get input 0. Puisqu'il n'y a qu'une seule input, donc c'est l'input 0. Ensuite, dans le laboratoire, est-ce qu'il y a des trucs qui pètent? Non. Dans les atomes, on a vu. C'est dans les bases, par contre, ça va péter de partout. Donc là, c'est 0. Et là, c'est un byte qui est censé être envoyé. Peut-être falloir couper l'épisode YouTube, chaperon. On est à plus d'une heure d'épisode. Ouais, je sais, je veux juste finir ça. Ça devrait aller assez vite en vrai. Donc, add input value. Base return, ok, donc là on est bon. Il n'y a rien de plus. Donc c'est un return, il a une input qui est la 0 du coup, donc c'est pour ça qu'on est capable de le savoir. Ensuite, ici, tac tac tac, donc là on est bon, il n'y a rien à redire là-dessus. Le if, c'est là où c'est compliqué, c'est que du coup lui il récupère l'input 0. Il return ici 0, ou alors il return tout simplement 1. Parce que c'est un byte qui doit être return ici. Le equals, donc la value on l'a dit c'est 0.
tout simplement on les ajoute dans un certain ordre. On n'a qu'une seule output, donc c'est forcément l'index 0. Et au niveau des inputs, on a 0 pour le A et 1 pour le B. Et ensuite, comme il return un byte, on peut juste changer ça parce que de toute façon il ne return rien. Et ensuite le base entry, il doit juste return 0. Voilà. Ce qui fait qu'on peut juste ajouter un trigger comme ça et ça marche. Donc là du coup on a tout qui est basculé sur du entry. Ah voilà, et là, oh là c'est beau. Parce que du coup, là on bound à 0. Là on bound à 0. Là on bound sur 1. Là c'est leur 0 qui est bound. Envoyons du bois diff. Voilà. Alors, je viens juste de timeout Cloud pour 5 minutes. Du coup, tout ce qui est les values, ça devient des 0. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, c'est pareil. Parce qu'en fait, ils sont bound. Et le condition, c'est un 0 aussi. Et donc là, voilà. Tout simplement. Je suis content. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, moi, ce qui est bien, c'est que du coup, sur Streamglass, on les voit toujours les messages. Et du coup, le dernier message qu'il a mis, c'est et c'est sur ce jeu de mots bien pourri que je vous dis adieu. Voilà. Du coup, c'est la partie sérialisation, on en reparlera. Donc là, normalement, on devrait, parce que en gros, là, le script qui est ici, c'est celui que je vous ai montré. C'est celui-là qu'on retrouve ici. Donc on a entry qui est là, on a le if qui est là, on a le égal qui est là, on a deux return qui sont tous les deux là, et ensuite on a deux notes de valeur qui sont les deux là, et ensuite on a deux notes de valeur qui sont hello et world. Du coup c'est hop, juste hop, hop, on va juste les mettre, non c'est L. Voilà, comme ça, ça correspond vraiment à ce qu'on a ici. Donc là on est à 49 sous-notes, donc ce qui fait que normalement, si on suit bien, tac tac tac, la condition va être fausse. Donc ça va return world hello. Donc normalement si on exécute celui-là, il devrait nous afficher world hello. Donc il s'exécute, boum boum. Il a rien affiché, yes, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le execute il a pété. Pourquoi? Ouais, ça veut dire que du coup on a le execute qui a merdé quelque part. On va débugger ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc hop hop hop. Ah, le entry point, enfin c'est le check qui a merdé. Qu'est-ce qui a merdé dans le check? Donc là on n'a pas d'input, donc ça continue ici. Ok. Ok, donc lui il a une input. Ah. Lui il avait une seule 0,2.x. Ok, donc c'est à dire qu'il y a un souci dans la manière dont j'ai géré les bounds. Il y a un truc, il y a les bounds qui doivent merder. Ouais, la liaison là elle est plus bonne. La liaison est plus bonne et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui peut faire que... Bon, vous savez quoi, YouTube sera dans le prochain épisode, on va débugger ce truc là, histoire qu'on revienne à un état normal de fonctionnement. Et une fois que tout refonctionnera normalement, on pourra
repartir sur la suite. Comme ça on aura en fait ce système là qui sera bien plus optimisé en termes de fonctionnement, il ira beaucoup plus vite que le système avec les dictionnaires. Et l'idée c'est aussi que je commence à faire ça aussi moi de mon côté sur Streamglass. Je suis en train de dégager petit à petit tous les dictionnaires avec les stockages de chaînes de caractères et tout pour avoir des index, parce que ça va être beaucoup plus optimisé que de travailler sans index. Mais ce gros changement sur Streamglass est beaucoup plus dangereux parce que j'utilise Streamglass, donc si je le casse je perds l'outil que j'utilise. Donc pour ne pas prendre de risques, je le ferai pendant les vacances, histoire que si jamais je le casse, je peux toujours revenir en arrière, etc. Reprendre, remachin jusqu'à ce que j'obtienne un truc et débugger, surtout jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui fonctionne et qui soit plus optimisé. Mais en tout cas, voilà. Merci YouTube, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à tout simplement me dire en description, selon vous, où va se situer le bug. C'est un petit moyen aussi de, voilà, de s'amuser. Dites-moi selon vous où est-ce qu'il va se situer, même s'il y a de fortes chances qu'il soit déjà fixé quand vous regarderez l'épisode en fait. N'hésitez pas aussi à tout simplement venir me rejoindre sur Twitch pour voir justement tous les lives que je peux faire, parce que je fais pas que de la programmation, je fais aussi du jeu vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour voir ça. D'ailleurs, pour information, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube Gaming que vous avez dans la description pour justement voir mes live gaming, et pour savoir quand est-ce que je suis en live et potentiellement savoir quand est-ce que je suis en live de programmation, venez aussi me rejoindre directement sur Discord, vous avez le lien qui est dans la description. Sur ce YouTube, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao YouTube.